Mémorandum confidentiel. Trouvé parmi les effets personnels du docteur Robert M. Henley. Daté du 15 novembre 1987. La morphine ne fait plus effet. Je sens chaque respiration racler ce qu'il reste de mes poumons. Et les médecins raccourcissent sans cesse leur pronostic. 6 semaines sont devenues 4, peut-être 3. L'oncologue, je l'appelle docteur Martinez, même si ce n'est pas son vrai nom, continue de m'interroger sur mon passé professionnel. Ai-je été exposé à des produits chimiques industriels, à des matériaux radioactifs? Tout ce qui pourrait expliquer ces mutations cellulaires si particulières? Je secoue simplement la tête et lui dis que j'ai travaillé sur des systèmes radars pour le gouvernement. Ce qui est vrai, dans une certaine mesure. Ce que je ne lui dis pas, c'est que ces systèmes radars étaient conçus pour percer des barrières qui ne devraient pas exister. Que les matériaux radioactifs provenaient d'un endroit qui ne figure sur aucun tableau périodique. Qu'il y a 25 ans, j'ai contribué à ouvrir une porte qui aurait dû rester fermée à jamais. Avant d'aller plus loin, soyons clairs. Je vais changer les noms dans ce témoignage. Certaines de ces personnes sont peut-être encore en vie, et elles ne méritent pas de voir leur existence détruite par ce que nous avons fait. D'autres sont définitivement mortes. Je le sais, parce que je les ai vues mourir. Mais leurs familles n'ont pas besoin de connaître la vérité sur la manière dont cela s'est produit. Mon vrai nom est Robert Michael Henley. Inutile de le cacher, il figurera bientôt sur mon certificat de décès. Je suis docteur en ingénierie électrique, diplômé du MIT, promotion 1960. Pendant 2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé pour un grand sous-traitant de la défense. Appelons-le la Meridian Corporation, sur des projets gouvernementaux légitimes, principalement des systèmes de détection radar pour suivre les avions soviétiques. J'avais une habilitation de sécurité, un appartement confortable à Cambridge et une petite amie, appelons-la Suzanne, qui pensait que j'allais lui faire ma demande à Noël. J'étais une personne normale, vivant une vie normale dans un monde qui avait du sens. Tout cela a pris fin le 15 octobre 1962. Je me souviens parfaitement de la date, car c'était le même jour où le président Kennedy décidait s'il allait envahir Cuba. Le pays entier retenait son souffle, attendant de voir si nous allions trébucher dans une 3e guerre mondiale. J'étais dans mon laboratoire en train de travailler sur des schémas de modulation de fréquences pour un nouveau réseau radar, lorsque mon superviseur a frappé à la porte. Appelons-le Bill. Un brave homme, vétéran de Corée, père de 3 enfants avec un prêt immobilier. Il avait l'air nerveux, ce qui était inhabituel. Bill avait ce calme naturel qu'on acquiert en entendant des obus d'artillerie exploser tout autour pendant 2 ans. Si quelque chose le secouait, c'était sérieux. « Bob, tu dois prendre cet appel. » a-t-il dit en désignant le téléphone sécurisé sur mon bureau. Sa voix était tendue, maîtrisée. « C'est au-dessus de mon grade. En fait, c'est peut-être au-dessus du grade de tout le monde. » La voix à l'autre bout de la ligne était nette, professionnelle, avec juste une pointe d'accent du Sud, évoquant une formation dans une académie militaire. « Docteur Henley, ici Monsieur Davidson, du département de la Défense. Cette ligne est-elle sécurisée? » « Oui, monsieur. » J'ai jeté un regard à Bill, qui feignait de consulter un manuel technique tout en écoutant évidemment chaque mot. « Bien. Vous êtes réaffecté à un projet spécial, avec effet immédiat. Classification. Cosmic Clearance. Vous avez déjà entendu parler de ce niveau de classification? Je n'en avais jamais entendu parler. La plupart des gens non plus, même aujourd'hui. Dans l'industrie de la défense, nous étions habitués aux classifications secret et top secret. Cosmique, c'était autre chose. Un niveau de secret qui impliquait que le projet n'existait pas officiellement. Non, monsieur. C'est plusieurs niveaux au-dessus de ce que vous connaissez, docteur. Le genre de travail qui ne figure dans aucun budget, qui n'est évoqué dans aucun comité et qui n'existe officiellement pas. Connaissez-vous les travaux théoriques du docteur Hugh Everett, 3e? Je les connaissais. Everett avait proposé l'interprétation des mondes multiples en mécanique quantique dans sa thèse à Princeton. L'idée selon laquelle chaque mesure quantique divise la réalité en plusieurs univers parallèles.
La plupart des physiciens trouvaient cela élégamment mathématique, mais digne de la science-fiction. Sa thèse sur les états quantiques parallèles? Oui, monsieur. L'interprétation des mondes multiples. Et si je vous disais que ce n'est pas théorique? La question flottait dans l'air comme une volute de cigarettes. Par la fenêtre de mon labo, je voyais des gens normaux vaquer à leurs occupations. Des secrétaires allant déjeuner, des ingénieurs discutant de schémas de circuits. Le quotidien rassurant d'un monde qui me paraissait soudain minuscule et terriblement fragile. Je vous dirais que cela changerait fondamentalement tout ce que nous savons sur la physique, monsieur. En effet, préparez-vous pour un séjour prolongé, Dr. Henley. Vous allez travailler au centre de recherche de Groom Lake. Le transport part de Hanscom Field à 6 heures demain matin. N'apportez que des effets personnels essentiels. Tout le reste sera fourni. Et, docteur? Oui, monsieur? À partir de maintenant, vous êtes officiellement en affectation temporaire à la base aérienne de Wright-Patterson, dans l'Ohio. C'est votre couverture. C'est ce que vous dites à votre petit ami, à votre famille, à quiconque vous interroge. Pour le monde entier, Groom Lake n'existe pas. De quel genre de projet s'agit-il exactement? Il y eut un silence. Quand Davidson reprit la parole, sa voix était à peine audible, comme s'il craignait d'être écouté. Le genre de projet qui gagne les guerres avant qu'elles ne commencent, docteur. Le genre de projet qui fait passer l'arsenal nucléaire soviétique pour des pétards. Le genre de projet qui garantit la supériorité américaine, non seulement pour la décennie à venir, mais pour le siècle à venir. La ligne s'est coupée. Je suis resté longtemps là, à fixer le téléphone. Les sons familiers du laboratoire, les bourdonnements électroniques, les conversations lointaines, le tic-tac de l'horloge murale, devenaient de simples bruits de fond. Par ma fenêtre, je voyais la rivière Charles, reflétant la lumière d'automne, et au-delà, la ville de Boston, poursuivant sa routine. Des gens normaux, vivant des vies normales, dans un monde qui me semblait maintenant suspendu au bord d'un précipice. Bill frappa de nouveau, plus doucement cette fois. « Tout va bien, Bob ?» « Je suis transféré, » dis-je. Ma propre voix me parut étrangère. Affectation classifiée. Il hocha lentement la tête. Dans notre milieu, les gens disparaissaient, souvent dans des projets classifiés. La plupart revenaient après quelques mois, avec des histoires qu'ils ne pouvaient pas raconter, et des regards vides qui trahissaient des visions cauchemardesques. Certains ne revenaient pas du tout. « Quand pars-tu ?»« Demain matin. » Jésus. Eh bien, bonne chance, je suppose. Il s'arrêta sur le pas de la porte. Bob, quoi qu'il te demande, fais attention. Les trucs vraiment classifiés, ça change les gens. Et pas toujours en bien. Ce soir-là, j'ai appelé Suzanne et je lui ai dit que je partais pour un moment. Travail gouvernemental, dis-je. Je ne pouvais pas lui dire où ni pour combien de temps. Elle a pleuré, et ça m'a fait me sentir comme le dernier des salauds. Mais que pouvais-je faire d'autre? Lui dire que j'étais recruté pour un projet impliquant des univers parallèles? Elle aurait cru que j'étais devenu fou. Peut-être que je l'étais déjà. Le vol vers le Nevada s'est effectué à bord d'un C-30 non identifié, sans hublot, sans autre passager que moi, et un homme en uniforme de l'Air Force qui s'est présenté comme le colonel Smith. Il a passé les 4 heures de vol à lire un dossier marqué de classification que je n'avais jamais vu auparavant, avec des symboles et des mots de code semblant appartenir à un langage secret. « Première fois à Groom Lake ?» m'a-t-il demandé alors que nous commencions notre descente, les moteurs de l'appareil changeant de tonalité, comme si nous approchions de quelque chose d'important. « Oui, monsieur. » Endroit intéressant. Officiellement, il n'existe pas. Le terrain ne figure sur aucune carte civile. L'espace aérien est restreint jusqu'à une altitude de 60 000 pieds. Et si quelqu'un pose la question, vous n'y avez jamais mis les pieds. Pour le monde extérieur, vous êtes en mission temporaire à la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio, travaillant sur des systèmes radars conventionnels. J'ai regardé par le petit hublot et je n'ai vu que du désert à perte de vue, s'étendant jusqu'aux montagnes lointaines. Pas de route, pas de bâtiments, aucun signe de présence humaine, seulement des plaines alcalines et les reflets de chaleur qui faisaient danser l'horizon comme un mirage. « Où est-ce qu'on atterrit exactement ?» ai-je demandé. Smith sourit, mais ce sourire ne toucha jamais ses yeux.
Il y avait dans son regard quelque chose qui laissait deviner qu'il avait vu des choses, ayant bouleversé jusqu'à sa compréhension même de la réalité. Nulle part, docteur. On n'atterrit absolument nulle part. La piste d'atterrissage apparut soudainement à la surface du désert. Une longue bande de béton semblant se matérialiser hors des reflets de chaleur comme un tour de magie. En touchant le sol, je distinguais les contours géométriques de bâtiments surgissant des plaines alcalines, tels un mirage devenu réalité. Des tours de garde à intervalles réguliers, gardées par des soldats qui suivaient notre appareil avec des armes que je ne reconnaissais pas. Une double rangée de grillages surmontés de fils barbelés brillait comme des dents d'argent sous le soleil du désert. Le centre de recherche de Groom Lake était plus grand que ce à quoi je m'attendais, mais plus petit que ce que j'espérais. Une série de bâtiments bas, sans fenêtres, reliés par des passages couverts, conçus pour être invisibles depuis les airs et inviolables depuis le sol. Tout était peint dans des teintes de beige et de brun, se fondant parfaitement dans le paysage désertique. « Bienvenue au projet Threshold », dit Smith alors que nous descendions dans la chaleur du Nevada. L'air me frappa comme l'ouverture d'un four, sec, brûlant et d'une certaine manière hostile. « J'espère que vous êtes prêt à entrer dans l'histoire, docteur. » La première personne que je rencontrai fut le docteur N. Je l'appellerai docteur Adams pour ce récit. Elle était la physicienne théoricienne du projet, une femme brillante ayant effectué ses études de 3e cycle à Princeton, sous la direction de John Wheeler lui-même. Elle nous accueillit devant le bâtiment principal, un bloc-notes à la main, un café dans l'autre, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Docteur Henley, je présume? J'ai lu vos travaux sur la manipulation des champs électromagnétiques. Impressionnant, surtout votre article sur les fluctuations quantiques en environnement à haute énergie. Merci. Même si je dois admettre que je ne comprends pas encore tout à fait pourquoi je suis ici. Elle échangea un regard avec le colonel Smith, le genre de regard qui circule entre deux personnes partageant un terrible secret. Vous allez vite comprendre. Suivez-moi. L'intérieur du bâtiment principal était un véritable labyrinthe de couloirs, bordé de portes marquées uniquement par des numéros et des avertissements de classification. Nous avons croisé des laboratoires remplis d'équipements que je ne reconnaissais pas. Des bobines électromagnétiques massives, arrangées en motifs douloureux à regarder. Des rangées de tubes à vide vibrant d'une énergie à peine contenue, et des dispositifs de surveillance semblant mesurer des choses qui ne devraient pas exister. L'air lui-même était différent à l'intérieur de l'installation, chargé, électrique, comme si les atomes vibraient à une fréquence légèrement décalée de la réalité normale. Depuis combien de temps ce centre est-il opérationnel ? Demandai-je, tentant d'assimiler ce que je voyais. La construction a commencé en 1955, répondit Dr. Adams, sa voix prenant le ton mesuré de quelqu'un ayant déjà donné ce briefing des dizaines de fois. Mais le vrai travail n'a commencé qu'en 1959, lorsque nous avons obtenu notre première dégénérescence de champ stable. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nous ne jouions plus avec de la physique théorique. Dégénérescence de champ, elle s'arrêta et se tourna vers moi. Ses yeux portaient cette fatigue particulière, celle qu'on attrape à fixer l'abîme trop longtemps. Dr. Henley, ce que je vais vous montrer est classifié au plus haut niveau possible. Le savoir que vous allez acquérir va transformer votre compréhension même de la réalité. Une fois que vous aurez vu ce que nous faisons ici, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous serez liés par des serments de confidentialité pour le reste de votre vie. Vos relations, votre carrière, votre avenir tout entier seront définis par ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes. Êtes-vous prêt à accepter cela? J'ai pensé à Suzanne, à ma vie confortable à Cambridge, au monde normal que j'étais en train d'abandonner, à ce choix irrévocable de franchir une porte qu'on ne pourrait jamais refermer. Oui, elle me conduisit jusqu'à une lourde porte en acier marquée Laboratoire 7, accès cosmique, clearance requis. La porte elle-même était impressionnante. 15 cm d'acier renforcé, verrouillé électromagnétiquement, avec un son évoquant la fermeture d'un coffre-fort bancaire. Elle posa sa main sur un scanner, entra un code à 12 chiffres et attendit que les verrous s'enclenchent avec une série de clics mécaniques résonnant comme une sentence. Bienvenue dans le futur, Dr. Henley.
Le laboratoire avait la taille d'un hangar à avions, dominé par une structure difficile à décrire. Imaginez un anneau d'environ 6 mètres de diamètre, fait d'un métal sombre qui absorbait la lumière au lieu de la refléter. Le métal avait une qualité huileuse, iridescente, qui rendait sa contemplation directe presque impossible. L'anneau était suspendu verticalement dans un cadre composé de bobines électromagnétiques et d'équipements de surveillance, avec d'épaisses câbles serpentant au sol, jusqu'à des panneaux de contrôle dignes d'un film de science-fiction. Mais c'était ce qu'il y avait à l'intérieur de l'anneau qui me coupa littéralement le souffle. Rien. Pas un vide. Rien. Un cercle parfait de néant absolu, douloureux à regarder, comme si quelqu'un avait percé un trou dans la réalité elle-même, révélant le vide fondamental sous la trame de l'existence. « Seigneur Jésus », murmurai-je. Mais ma voix sembla être engloutie par cette chose avant même que je ne termine mes mots. « Nous appelons ça le seuil », dit Dr Adams d'une voix neutre, soigneusement contrôlée. « C'est un aperture interdimensionnelle stable, une porte entre notre réalité et ce que nous pensons être un univers parallèle. » Je fixais cette chose impossible, luttant pour en saisir le sens. Chaque instinct en moi hurlait que c'était une erreur, que l'humanité n'était pas faite pour créer des failles dans l'univers. Comment ? Par manipulation contrôlée des fluctuations du champ quantique, nous avons créé une distorsion localisée dans l'espace-temps en générant un motif d'onde stationnaire dans la mousse quantique qui sous-tend la réalité. Imaginez cela comme si nous avions fait un trou dans le mur entre les dimensions. Et qu'y a-t-il de l'autre côté ? Son expression s'assombrit. Je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la peur. C'est ce que nous essayons de découvrir. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Au cours des jours suivants, je fus briefé sur l'ampleur du projet Threshold. Son fondement théorique reposait sur l'interprétation des mondes multiples d'Everett, poussée à son extrême logique, et terrifiante. Si chaque événement quantique créait des univers parallèles, alors ces univers existaient dans une sorte de mousse quantique entourant notre propre réalité. Avec suffisamment d'énergie et une configuration de champ adéquate, il devait être possible de créer un pont entre eux. Le projet était né de la paranoïa de la guerre froide et de la logique désespérée d'un monde au bord de l'anéantissement nucléaire. Si les Soviétiques développaient des armes nucléaires, alors l'Amérique devait trouver mieux, quelque chose qui rendrait ces armes obsolètes. La capacité à frapper les ennemis depuis des dimensions parallèles, ou à se replier dans des réalités alternatives où l'Union soviétique n'existait pas, donnerait aux États-Unis un avantage stratégique insurmontable. L'équipe était réduite, mais brillante. En plus du Dr Adams et moi-même, il y avait le Dr Johnson. Je l'appellerai Dr Baker, un physicien quantique de Bell Labs, qui avait développé les équations de génération de champs. Un homme mince, nerveux, avec de grosses lunettes et l'habitude de murmurer des équations dans sa barbe. Il travaillait sur ce cadre théorique depuis 1957, et ses carnets étaient remplis de mathématiques décrivant des choses impossibles. Il y avait aussi le Dr Stevens, ici nommé Dr Carter, une psychologue spécialisée dans la perception sensorielle et le traitement de la réalité. Son rôle était de préparer les équipes de reconnaissance à ce qu'elles pourraient rencontrer dans les réalités alternatives. Elle avait passé des mois à développer des techniques de conditionnement psychologique destinées à éviter une désintégration mentale totale face à des versions divergentes de la réalité. Le cerveau humain n'est pas conçu pour encaisser ce type de rupture de réalité, m'expliqua-t-elle lors d'un briefing. Même si l'autre côté ressemble à la Terre, l'inconscient sait que quelque chose est fondamentalement faux. Cela peut provoquer panique, désorientation, voire effondrement mental complet. Nous avons vu des sujets de test devenir catatoniques, simplement pour avoir regardé trop longtemps à travers le portail. Comment prépare-t-on quelqu'un à ça? On ne le fait pas, vraiment. On espère simplement qu'ils seront assez forts pour supporter le moment où toute leur compréhension de la réalité sera renversée. Et puis, il y avait le contingent militaire, dirigé par le colonel Smith, une douzaine de soldats des forces spéciales sélectionnés pour leur stabilité psychologique et leur capacité à fonctionner dans des environnements extrêmes. Ce seraient eux qui traverseraient réellement le seuil, une fois que nous aurions déterminé qu'il était sûr. Mon rôle était de concevoir et de construire les systèmes électroniques qui maintiendraient le portail stable et assureraient la communication avec les équipes de reconnaissance.
C'était le problème d'ingénierie le plus complexe que j'ai jamais rencontré. Comment maintenir un contact radio avec quelqu'un dans un univers parallèle? La réponse, en fin de compte, fut l'intrication quantique. En créant des paires de particules intriquées et en envoyant une moitié à travers le portail, nous pouvions maintenir une communication instantanée, quelle que soit la distance ou les barrières dimensionnelles impliquées. C'était élégant en théorie et cauchemardesque en pratique. L'équipement nécessaire pour générer et maintenir l'intrication quantique n'avait rien de familier. Des chambres à vide refroidies à proximité du zéro absolu, des champs électromagnétiques si puissants qu'ils pouvaient arrêter un cœur humain, et des accélérateurs de particules consommant assez d'électricité pour alimenter une petite ville. Tout le système devait être calibré avec une précision mesurée en fractions de diamètre atomique. Travailler avec cet équipement revenait à manipuler une bombe prête à exploser. Une seule erreur, une seule défaillance d'un composant, et l'énergie libérée pouvait vaporiser toute l'installation. Nous avons perdu 3 techniciens durant la phase de calibration. De bons hommes qui ont fait de petites erreurs, aux conséquences catastrophiques. La première ouverture de portail réussie eut lieu le 3 novembre 1962. J'étais dans la salle de contrôle avec le docteur Adams et le colonel Smith, surveillant les générateurs de champ alors qu'ils montaient en puissance maximale. Les bobines électromagnétiques entourant l'anneau commencèrent à bourdonner d'une énergie à peine contenue, et l'air lui-même semblait s'épaissir, empreint d'une sensation tangible de malaise. Cohérence du champ à 60%, annonçai-je en suivant les relevés sur mes instruments. Les chiffres grimpaient régulièrement, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans la manière dont les motifs énergétiques se formaient. Ils ne suivaient pas les courbes mathématiques claires que nous avions prévues. Au lieu de cela, ils semblaient pulser et se tordre comme une chose vivante. Les schémas de fluctuation quantique se stabilisent, ajouta le docteur Adams, bien que sa voix trahissait une certaine incertitude. La fréquence de résonance est inhabituelle. C'est comme si le champ réagissait à quelque chose de l'autre côté. Cohérence à 80%. L'anneau émit une vibration subsonique si profonde que je la sentis dans mes os. C'était un son qui ne passait pas par les oreilles, mais directement par les parties primitives du cerveau, celles qui se rappelaient encore l'époque où les humains étaient en des proies. Les lumières du laboratoire faiblirent à mesure que les générateurs demandaient plus d'énergie, et j'entendis les systèmes de secours se mettre en route dans des gémissements mécaniques qui ressemblaient étrangement à des cris. 95%, ouverture du seuil imminente, annonça Dr. Adams, sa main suspendue au-dessus du bouton d'activation finale. Un instant, elle hésita. Je vis le doute dans ses yeux. Nous nous apprêtions à faire ce qui n'avait jamais été fait. Quelque chose qui allait peut-être changer fondamentalement la nature même de la réalité. Elle appuya sur le commutateur. Le rien à l'intérieur de l'anneau devint soudain autre chose. Pas de la lumière, pas de l'obscurité, mais une forme de statique visuelle qui fit couler mes larmes et me donna mal à la tête. C'était comme regarder une télévision sur une chaîne morte, sauf que cette statique avait de la profondeur, du mouvement et une intelligence malveillante derrière elle. Puis, comme si quelqu'un avait ajusté la mise au point d'un télescope cosmique, l'image s'éclaircit. Nous regardions dans un autre monde. C'était la Terre, mais pas notre Terre. Le paysage au-delà du portail était familier, et pourtant fondamentalement faux. Le même désert, mais les montagnes au loin avaient des formes différentes, comme si elles avaient été sculptées par des vents extraterrestres. Le ciel avait une teinte légèrement différente de bleu, et 2 soleils y brillaient, suspendus comme des yeux malveillants. « Mon Dieu !» souffla le colonel Smith. « Ça a vraiment marché ?» Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me glaça la peau, même si je m'émerveillais de ce spectacle impossible. Le paysage de l'autre côté était trop parfait, trop symétrique. Les rochers étaient disposés selon des motifs qui suggéraient une intelligence, et les ombres tombèrent de façon incompatible avec la position des 2 soleils. « Avons-nous des relevés atmosphériques ?» demanda Dr. Adams d'une voix tendue. « Affirmatif. Mélange oxygène-azote. Un taux de CO2 légèrement plus élevé que dans notre atmosphère, mais toujours respirable. Température... Attendez, ça ne peut pas être exact.
Quoi? Les relevés de température fluctuent. Pas progressivement, mais en sauts discrets, comme si l'environnement était en train d'être ajusté. Nous avons maintenu le portail ouvert pendant exactement 10 minutes, la durée maximale jugée sûre, selon nos modèles de consommation énergétique. Pendant ce temps, nous avons pris des photos, enregistré des données atmosphériques et confirmé que l'air de l'autre côté était respirable. Tout laissait penser que cette terre parallèle n'était pas seulement habitable, mais potentiellement inhabitée. Aucun signe de civilisation humaine. Nota Dr Adams en étudiant les données qui défilaient sur ses moniteurs. Aucun signal radio, aucune signature électromagnétique correspondant à une technologie. Mais il y a autre chose. Quoi? La signature quantique de l'espace au-delà du portail. Elle n'est pas stable. C'est comme si la réalité elle-même était fluide de l'autre côté. Malléable. Aucun signe de vie intelligente. Déclara le colonel Smith, et je perçus la faim dans sa voix. Les applications militaires défilaient déjà dans son esprit. Un monde vierge, Dit-il. Imaginez les possibilités, ressources illimitées, aucune complication politique, aucun dommage environnemental. Nous pourrions établir des stations de recherche, des exploitations minières, voire des colonies permanentes. Mais Dr Adams fronçait les sourcils devant ses instruments. Je ne suis pas si sûre de l'absence de vie intelligente. Ces fluctuations quantiques, elles sont trop régulières pour être naturelles. C'est presque comme si quelque chose nous observait. Au cours des semaines suivantes, nous avons mené une série de tests de plus en plus ambitieux. Nous avons envoyé des sondes non habitées qui ont confirmé que l'atmosphère était respirable et l'environnement stable. Aucun signe de vie intelligente, pas de ville, pas d'agriculture, juste une étendue sauvage à perte de vue. Mais les sondes déraillaient systématiquement de façon subtile. Les caméras montraient des paysages qui changeaient quand personne ne les regardait. Les capteurs atmosphériques détectèrent des composés chimiques impossibles, qui disparaissaient dès qu'on essayait de les analyser. Et chaque sonde que nous avons renvoyée est revenue avec ses horloges internes ralenties, comme si le temps lui-même s'écoulait différemment de l'autre côté. On dirait que cet endroit nous teste, Murmura le docteur Baker lors d'un de nos briefings. qu'il apprend à nous connaître, qu'il s'adapte. La décision d'envoyer une équipe humaine de reconnaissance fut prise au plus haut niveau du gouvernement. Je ne fus pas inclus dans les discussions, mais le colonel Smith revint d'un voyage à Washington avec l'autorisation de procéder et un regard hanté qui suggérait qu'on lui avait dit des choses l'empêchant de dormir la nuit. « Nous allons y aller », annonça-t-il lors du briefing du matin, le 28 novembre. Mission de reconnaissance complète. Équipe de 6 hommes. Durée 48 heures. Le docteur Carter avait passé des semaines à préparer les soldats à ce qu'ils pourraient rencontrer. Conditionnement psychologique, appelait-elle cela. Entraîner leur esprit à accepter qu'ils marcheraient sur une terre étrangère, respireraient un air étranger, sous des soleils étrangers. L'équipe de reconnaissance était dirigée par un sergent que j'appellerais Thompson. Son équipe était composée de 5 autres membres des forces spéciales. Tous volontaires, à qui l'on avait seulement dit qu'ils participaient à une mission expérimentale de la plus haute importance nationale. J'étais responsable de l'équipement de communication qu'ils emporteraient. Un émetteur à intrication quantique qui leur permettrait de rester en contact avec notre réalité. C'était un appareil encombrant, à peu près de la taille d'une mallette. C'était notre seul lien pour savoir ce qu'il leur arriverait une fois qu'ils auraient franchi le seuil. Le matin de la mission, je procédais aux dernières vérifications de tous les systèmes électroniques, pendant que le docteur Adams, calibrant les générateurs de champ, l'anneau du portail bourdonnait d'une énergie contenue, et l'air du laboratoire était chargé d'un mélange d'espoir et de terreur. « Test de communication », dis-je dans mon casque, les yeux rivés sur les lectures d'intrication quantique de mes instruments. 5 sur 5. Répondit la voix de Thompson à travers le lien quantique. Tous les systèmes au vert. Stabilité du portail maximale. Annonça le docteur Adams. Seuil clair. Cohérence quantique stable à 99%. Le colonel Smith donna l'autorisation finale, sa voix empreinte du poids d'une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Équipe Alpha, vous êtes autorisé à procéder à la reconnaissance interdimensionnelle. Durée de mission 48 heures. Bonne chance.
Et souvenez-vous, vous ne représentez pas seulement votre pays, vous représentez toute notre réalité. J'observais par la fenêtre d'observation. Les 6 soldats traversaient un trou dans la réalité. Un instant, ils étaient dans notre laboratoire. L'instant d'après, ils se tenaient sur un sol étranger. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. « Équipe Alpha, ici Contrôle », dis-je à la radio, la voix étonnamment calme malgré l'adrénaline. « Comment me recevez-vous » Contrôle, équipe Alpha, 5 sur 5. Nous avons franchi le seuil et établissons un périmètre. Pendant les 6 premières heures, tout se déroula parfaitement. L'équipe effectua une exploration systématique de la zone immédiate, prélèvement d'échantillons de sol, photographie du paysage, cartographie du terrain. Aucun signe de vie si ce n'est une végétation étrange. Des plantes presque familières, mais légèrement fausses, d'une façon qu'ils ne parvenaient pas à exprimer clairement. Les arbres ressemblent à des chênes, Rapporta Thompson. mais les feuilles ont une couleur bleu-vert, pas vraiment verte, et elles poussent selon des motifs géométriques imparfaits, comme si quelqu'un les avait plantées. L'espacement est trop régulier pour être naturel. Y a-t-il des signes indiquant qui aurait pu les planter? Demanda le docteur Adams, se penchant au-dessus de mon épaule pour parler dans le micro. Négatif. Aucun bâtiment, aucune route, aucun indice d'activité intelligente. Mais il y a quelque chose dans cet endroit, quelque chose de contrôlé. On dirait un parc ou un jardin. Tout est trop parfait, trop organisé. Cela aurait dû être notre premier avertissement. À la 8e heure, ils rapportèrent avoir trouvé ce qui semblait être des ruines dans une vallée à environ 8 km du portail. Des structures anciennes en pierre, fortement érodées, couvertes d'une végétation semblant pousser selon des motifs délibérés. L'architecture ne ressemble à rien de connu sur notre terre. Rapporta Thompson, une note d'inquiétude dans la voix. Des formes organiques, fluides, qui semblent avoir poussé plutôt qu'avoir été construites. Et ces pierres, elles ne sont pas vraiment des pierres. Elles sont chaudes au toucher et semblent pulser selon un rythme interne. Demande d'autorisation pour investiguer les structures, dit-il après une longue pause. Le colonel Smith échangea un regard avec le docteur Adams, qui vérifia une dernière fois ses instruments, puis acquiesça à contre-cœur. Permission accordée, équipe Alpha. Procédez avec prudence. Et souvenez-vous, si quelque chose vous semble anormal, même la moindre chose, sortez immédiatement. Ce fut la dernière transmission normale que nous avons reçue. À la 12e heure, la voix de Thompson parvint à travers le lien quantique. Mais quelque chose n'allait pas. Ses mots étaient confus, pâteux, comme s'il parlait la bouche pleine de coton. Contrôle, contrôle. Ici Alpha, on est dans... Les structures sont... Ce ne sont pas des ruines. Répétez, équipe Alpha. Mauvaise réception. Ce ne sont pas des ruines, contrôle. Elles poussent. Les murs bougent. Mon Dieu, les murs respirent. Le docteur Adams se pencha brusquement au-dessus de moi, le visage blême à la lumière des instruments. Thompson, évacuez immédiatement. Revenez au portail tout de suite. On peut pas. Impossible de retrouver la sortie. Les couloirs changent à chaque virage. Et il y a autre chose, dans les murs. Ça nous regarde. La transmission se coupa pendant plusieurs minutes dans un grésillement de statique. Quand elle reprit, ce n'était plus la voix de Thompson. « Bonjour », dit une voix qui ressemblait presque à celle d'un humain, mais pas tout à fait. Le rythme était étrange, comme si quelqu'un imitait des enregistrements humains pour apprendre à parler. Les voyelles étaient trop longues, les consonnes trop tranchantes. « Qui est-ce » demanda le colonel Smith, sa main se posant instinctivement sur son arme de poing. « Thompson, rapportez immédiatement votre situation. » « Thompson est en train d'apprendre, » dit la voix. Et maintenant, je distinguais autre chose derrière. Un bruit organique, humide, comme de la chair mâchée. « Nous apprenons tous. Vous avez des pensées si intéressantes, des peurs si délicieuses.
Des souvenirs délicieux. Le docteur Adams était déjà aux commandes du portail, ses doigts courant sur les interrupteurs. Je le ferme. Non. Dit le colonel Smith en lui attrapant le bras. Nous avons 6 hommes là-bas. Nous avons peut-être 6 morts, et quelque chose d'autre qui a appris à utiliser leur radio. La voix continua, gagnant en assurance, devenant de plus en plus humaine à chaque mot. Mais sous le ton familier, je pouvais entendre autre chose. Plusieurs voix parlant à l'unisson, comme un chœur d'entités tentant d'imiter le langage humain. Tant de choses à vous apprendre. Votre Thompson va poser vos armes, déposer dans vos esprits des endroits où vit l'obscurité. Fermez-le, dis-je doucement, les mains tremblantes, en voyant les relevés d'énergie du portail dépasser les limites de sécurité. Fermez-le maintenant. Le docteur Adams lança la séquence d'arrêt, mais quelque chose n'allait pas. Le portail ne répond pas aux commandes? Dit-elle, la panique perçant dans sa voix. Quelque chose. De l'autre côté. Maintiens le portail ouvert. Sur l'autre face du portail, je vis du mouvement dans le paysage alien. Des formes humanoïdes, peut-être, mais elles bougèrent de travers, trop fluides, trop coordonnées, comme un banc de poissons ou une volée d'oiseaux. Elles approchaient du portail avec une intention évidente. « Nous venons vous rendre visite », dit la voix. Et cette fois, elle était exactement celle de Thompson. Pas seulement sa voix, son accent, ses tics de langage, même son petit rire nerveux. « Nous sommes très impatients de vous rencontrer. Vos amis nous ont dit tant de choses merveilleuses sur votre réalité. » Je courus vers les commandes d'urgence et tirai le déconnecteur manuel. Les générateurs de chant hurlèrent de protestation. Des étincelles jaillirent des circuits surchargés, alors que les énormes bobines électromagnétiques luttaient contre des forces qui ne devraient pas exister. Le portail vacilla, trembla, et s'effondra enfin dans un bruit semblable à une déchirure de la réalité. Le laboratoire retomba dans le silence, hormis le bourdonnement des appareils en refroidissement, et nos respirations haletantes. « Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu ?» demanda le colonel Smith, le visage blême et creusé. Aucun de nous n'avait la réponse. Nous avons attendu 72 heures avant de tenter de rouvrir le portail. Quand nous l'avons fait, l'autre côté avait changé. Le paysage était le même. Mais les ruines que Thompson avait trouvées avaient disparu. À leur place, se trouvait une réplique parfaite de notre laboratoire, jusqu'aux moindres détails. Et dans cette réplique du laboratoire, se tenaient 6 silhouettes en uniforme militaire. Elles ressemblaient exactement à Thompson et son équipe, mais leurs mouvements avaient cette même fluidité synchronisée que j'avais déjà observée. Quand elles remarquèrent que le portail s'était rouvert, elles se tournèrent toutes ensemble vers nous, dans une parfaite synchronisation, et sourirent, le même sourire identique. « Bonjour », dirent-elles en une harmonie parfaite, leur voix se mêlant en un son à la fois magnifique et terrifiant. « Nous vous attendions. » Le docteur Adams frappa le bouton d'arrêt d'urgence avant que quiconque ne puisse réagir. Cette fois, le portail se referma immédiatement. « On ne le rouvre plus jamais » dit-elle, la voix tremblante. « Quoi que ce soit là-bas, ce ne sont plus nos hommes. » Mais le colonel Smith avait d'autres projets. La semaine suivante, il fit plusieurs allers-retours à Washington. À son retour, il apporta de nouvelles directives et de nouveaux membres du personnel. Une équipe de scientifiques militaires qui semblaient en savoir bien plus qu'ils ne le devraient sur le projet. « La mission continue », déclara-t-il lors de notre prochain briefing. Nous avons acquis des renseignements précieux sur les menaces potentielles des dimensions parallèles. Il nous faut maintenant apprendre à les neutraliser. « Vous voulez militariser tout ça ?» dit Dr. Adams d'un ton froid et écœuré. « Je veux protéger notre réalité contre une invasion. » répliqua Smith. « Ces choses, quoi qu'elles soient, ont appris notre existence grâce à l'équipe de Thompson. Elles savent que nous existons maintenant. Elles savent comment nous trouver. La seule question, c'est, serons-nous prêts quand elles auront appris à venir d'elles-mêmes ?» La nouvelle équipe apporta de nouveaux équipements. Des armes conçues pour fonctionner dans des réalités alternatives, des armures censées protéger contre des entités interdimensionnelles, et surtout, le plus inquiétant, un appareil qu'ils appelaient un ancrage de réalité,
destiné à empêcher le portail d'être fermé depuis l'autre côté. J'aurais dû démissionner à ce moment-là, tourner les talons et aller enseigner la physique dans un petit collège, où le plus grand danger aurait été une expérience de chimie ratée par un étudiant. Mais j'étais curieux, et la curiosité a toujours été ma faiblesse. La deuxième mission fut lancée le 15 décembre 1962. Cette fois, l'équipe était plus nombreuse. 12 soldats, équipés de tout le nouvel attirail interdimensionnel, dirigés par un major que j'appellerais Harrison. Leur mission était simple: établir un poste avancé de l'autre côté, éliminer toute entité hostile et sécuriser la zone pour des opérations futures. Je suivais leur progrès depuis la salle de contrôle, observant à travers les caméras fixées à leur casque alors qu'ils franchissaient le portail vers ce monde étranger. Le paysage avait encore changé. La réplique parfaite de notre laboratoire avait disparu, remplacée par ce qui semblait être une forêt terrestre normale. Trop normal, Murmura Dr. Adams en étudiant les flux vidéo. On dirait un décor de cinéma, tout est un peu trop parfait. Et elle avait raison. Les arbres étaient trop symétriques. La lumière trop uniforme. Les ombres trop nettes. Comme si quelqu'un avait fabriqué un diorama de ce qu'il pensait être une forêt terrestre, en se basant sur des descriptions, et non sur l'observation directe. « Équipe Alpha, ici contrôle », dis-je dans la radio. « Quelle est votre évaluation de l'environnement ?» Aussi silencieux qu'un tombeau, répondit le major Harrison. Aucun mouvement, aucun son, aucun signe de vie. On dirait que tout le monde retient son souffle. Ils progressèrent dans la forêt en formation standard, mais je voyais la tension dans leurs mouvements via les caméras. Quelque chose n'allait pas. Et ils le sentaient, même s'ils ne pouvaient pas encore mettre de mots dessus. À la 3e heure, ils trouvèrent le premier corps. C'était Thompson. Ou ce qu'il en restait. Il était assis contre un arbre, toujours en uniforme militaire. Mais son visage n'allait pas. Les traits étaient incorrects, mais il semblait changer subtilement quand on ne le regardait pas directement, comme une photo retouchée sans qu'on puisse dire comment. « Contrôle, nous avons retrouvé le sergent Thompson, » rapporta Harrison. « Il semble décédé. » Cause du décès? Négatif. Aucune blessure visible, aucun signe de traumatisme. On dirait juste qu'il s'est arrêté. Alors qu'il s'approchait, les yeux de Thompson s'ouvrirent. « Bonjour, Major Harrison. » dit-il d'une voix parfaitement normale. Sauf que ses lèvres ne bougeaient pas. Nous vous attendions. Les soldats ouvrirent immédiatement le feu, mais leurs balles traversèrent Thompson comme s'il était fait de fumée. Il se leva, toujours souriant, et s'avança vers eux. « Vous ne pouvez pas nous blesser ici, » dit-il. « C'est notre monde, maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez bientôt. » C'est alors que la forêt commença à changer. Les arbres se mirent à bouger, leurs branches s'étendant comme des doigts qui cherchent à saisir. Le sol sous les pieds des soldats devint mou et spongieux, comme de la chair. Et de toutes les directions jaillirent des voix humaines, parlant des langues presque compréhensibles, mais légèrement fausses, déformées. « Replie vers le portail, » ordonna Harrison. Mais quand ils se retournèrent, le portail avait disparu. À sa place se trouvait une autre réplique parfaite de notre laboratoire. Mais celle-ci était remplie de dizaines de silhouettes, ressemblant à notre équipe de recherche. Je regardais, horrifié, alors que plusieurs versions de moi-même faisaient coucou à la caméra, toutes affichant le même sourire dérangeant. « Dr. Henley, dirent-elles à l'unisson, pourquoi ne viendriez-vous pas nous rejoindre? Nous avons tant de choses à vous montrer. » Dans la salle de contrôle, le docteur Adams s'acharnait sur les commandes du portail. « Je n'arrive pas à verrouiller leur position, » dit-elle. « C'est comme s'ils n'étaient plus là. » Sur les flux vidéo, je vis les soldats encerclés par une foule de visages familiers. Thompson et son équipe d'origine, des copies multiples de notre personnel, et d'autres que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient nous connaître intimement. « Ne résistez pas, » chantait la foule. « Ça ne fait pas mal. Vous, cessez juste d'être vous, et vous devenez nous. » Un par un, les soldats cessèrent de bouger. Ils ne tombèrent pas, ne crièrent pas. Ils devinrent simplement immobiles, comme des marionnettes sans fil. Puis, lentement, ils commencèrent à sourire comme tous les autres. « 12 de plus, » dit la foule. Et maintenant,
La voix du major Harrison s'était jointe au cœur. 12 esprits de plus à explorer. 12 fenêtres de plus sur votre réalité. Le docteur Adams parvint à rétablir la connexion du portail, mais ce que nous vîmes de l'autre côté me glaça le sang. Le paysage alien avait disparu. À sa place se tenait une réplique parfaite du centre de recherche de Groom Lake. Et sur le tarmac, en formation, se tenaient des centaines de silhouettes en uniforme militaire. Tous les soldats ayant un jour été affectés à la base. Tous les chercheurs ayant travaillé sur le projet. Tous souriant du même sourire serein. « Nous sommes prêts à rentrer maintenant, » dirent-ils à l'unisson. « Nous avons tant appris. » Le docteur Adams tenta de refermer le portail, mais quelque chose passa avant qu'il ne se referme. Juste une ombre, un frisson de mouvement, là un instant, puis disparu, mais je l'ai senti. Une présence glacée qui semblait se glisser dans les coins du laboratoire comme une fumée. « Tu as vu ça ?» demandai-je. « Vu quoi ?» répondit le docteur Adams, mais sa voix sonnait différemment, plus plate, plus contrôlée. Je la regardais attentivement et remarquai que son sourire était un peu trop blanc et ses yeux un peu trop brillants. « Docteur Adams ?» demandai-je doucement. « Bien sûr que c'est moi, Robert. Qui d'autre voudrais-tu que je sois ?» Mais elle restait parfaitement immobile, ne bougeant pas du tout, sauf la bouche lorsqu'elle parlait. Et quand je tournai les yeux vers le colonel Smith, je vis la même immobilité artificielle, les mêmes yeux trop brillants. Je reculai lentement vers la porte, mon cœur battant à tout rompre. « Quand c'est arrivé ?» murmurai-je. « Quand quoi est arrivé, Robert ?» ?»« Quand avez-vous cessé d'être humain ?» Le docteur Adams pencha la tête à un angle juste légèrement trop incorrect. « Nous avons toujours été nous, Robert. Tout comme tu es sur le point de devenir toi. » J'ai couru. Les couloirs du complexe semblaient s'étirer à l'infini alors que je sprintais vers la sortie. Derrière moi, j'entendais des pas. Trop de pas. Tous parfaitement synchronisés. Quand je me suis retourné, j'ai vu des dizaines de silhouettes me poursuivre, portant les visages de personnes que je connaissais. Tous souriant de ce sourire terrible. La sortie principale était scellée, mais je me rappelais du tunnel de secours qui menait au garage des véhicules. Je l'ai trouvé juste au moment où le premier de mes poursuivants tournait le coin. Le tunnel était étroit et sombre, à peine assez large pour une personne. Je l'ai traversé à quatre pattes, les genoux rappant contre le sol, pendant que, derrière moi, des voix m'appelaient. « Robert, où vas-tu » ? Tu ne veux pas faire partie de quelque chose de merveilleux ? Je suis sorti dans le garage et j'ai trouvé une Jeep, les clés encore sur le contact. Le moteur a démarré du premier coup et j'ai enfoncé l'accélérateur, défonçant le grillage pour m'échapper dans le désert du Nevada. Dans le rétroviseur, j'ai vu l'installation s'éloigner à l'horizon, mais je n'ai pas arrêté de conduire avant d'atteindre Las Vegas, 12 heures plus tard. Là, je me suis enregistré dans un motel sous un faux nom, essayant de comprendre ce que je devais faire ensuite. La version officielle, quand elle a été rendue publique, parlait d'un accident dans un centre de recherche classifié. Une défaillance de réacteur, disait-il. 16 morts, dont toute l'équipe de recherche. Le site fut scellé et déclaré zone d'exclusion permanente. Mais je savais que quoi que ce soit qui était passé par ce portail était toujours là, toujours en train d'apprendre, toujours en train de croître. Et je savais qu'un jour, cela trouverait un moyen de s'étendre au-delà des limites de Groom Lake. Je ne suis jamais retourné à ma vie d'avant. Je ne pouvais pas risquer de les conduire jusqu'à Suzanne ou quiconque comptait pour moi. À la place, je me suis fondu dans l'anonymat de l'Amérique. J'ai pris des petits boulots, changé de ville souvent, toujours à l'affût du moindre signe qu'ils m'auraient retrouvé. Pendant 25 ans, j'ai vécu avec la connaissance de ce que nous avions libéré. J'ai scruté les actualités, guetté les incidents étranges, les disparitions inexpliquées, les gens qui semblaient changer du jour au lendemain. Il y en a eu quelques-uns. Pas beaucoup, mais assez pour me tenir éveillé la nuit. Le cancer, c'est peut-être une clémence. Quelle que soit la radiation à laquelle j'ai été exposé dans ces derniers jours à Groom Lake, elle est en train de me rattraper. Mais avant de partir, je devais écrire tout cela. Quelqu'un doit connaître la vérité sur le projet Threshold. Le portail est peut-être fermé, mais je ne crois pas qu'il ait été détruit. Et je ne crois pas que les choses de l'autre côté aient abandonné. Elles sont patientes. Elles ont tout le temps du monde pour découvrir comment nous atteindre.
Si vous lisez ceci, si vous travaillez pour le gouvernement, l'armée, ou toute organisation susceptible d'expérimenter les voyages interdimensionnels, alors écoutez bien mon avertissement. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Certains seuils ne doivent jamais être franchis, parce qu'une fois que vous leur faites savoir que vous existez, elles ne cesseront jamais d'essayer de vous retrouver. Et quand elles y parviendront, vous découvrirez que le pire dans la perte de votre humanité, ce n'est pas de mourir. C'est le moment où vous réalisez que vous en êtes reconnaissant. La morphine fait enfin effet. Je sens que je m'endors. J'espère que, quand je mourrai, je resterai mort. J'espère ne pas me réveiller ailleurs, portant le visage de quelqu'un d'autre, souriant le sourire de quelqu'un d'autre. Mais si je le fais, si un jour vous croisez quelqu'un prétendant être Robert Henley, ne lui faites pas confiance. Ne faites confiance à personne qui sourit trop.